Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, bienvenue sur la planète olympique lyonnais. Bonjour YouTube, bienvenue à vous. Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver. Faut bien jouer, n'hésitez surtout pas à aller sur sa chaîne, évidemment, aller regarder le zapping de l'Olympique lyonnais comme il nous fait chaque mois. Et d'ailleurs, au bien joué, c'est super ce qu'il fait. Bravo à lui, il fait une sorte de zapping des émissions qui consacrées à l'Olympique lyonnais. Je vous invite à suivre ça sur sa chaîne YouTube. C'était la 24e journée de Ligue 1. L'Olympique lyonnais accueillait le Stade brestois au Parc OL. Victoire de Nogone, 2-1 avec un doublé de monsieur Alexandre Lacazette. On va quand même commencer par le sportif. Est-ce qu'on s'est pas encore bien fait chier? Est-ce qu'on n'a pas gâché un peu notre dimanche après-midi? C'était probablement pas le match pour aller au stade, puisque comme vous le savez, il y a des problèmes de navette. L'OL est en grande difficulté par rapport à ça, parce qu'il y a des travaux partout à Lyon. Du coup, il n'y a plus de navette à Pardieu, il n'y a plus de T3. Il y a juste le T7 qui fonctionne, et encore, il va arrêter de fonctionner sous peu. Oui, on ne va retenir certainement que cette victoire. L'essentiel, c'était les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Et l'OL qui s'est présenté dans un système un petit peu bizarre, puisque nous avions sur le terrain Almada, Cherki titulaires ensemble, mais Mikotadze et Lacazette aussi. Est-ce qu'on peut vraiment associer tous ces profils de joueurs techniques et surtout axiaux? Cherki vient chercher pied, Lacazette vient chercher pied, Mikotadze va chercher pied, et il n'y a personne qui étire cette défense par des courses dans la profondeur. C'est ça aussi, on n'arrive pas à étirer l'équipe adverse parce qu'on vient resserrer en fait. En voulant revenir jouer pied, en revenant dans le milieu de terrain, en fait on permet au bloc adverse de remonter et d'être encore plus compact. On a dû attendre la 81e minute pour qu'on voit un petit peu de changement avec la sortie de Lacazette et l'entrée de Malik Fofana. Un petit peu d'inquiétude donc sur le coaching, quand bien même Alexandre Lacazette a marqué 2 buts ce soir. Les joueurs se sont plaints de la pelouse à juste titre. C'est catastrophique cette pelouse, elle est catastrophique cette pelouse, Enzo. Oui, la pelouse, elle est catastrophique. Elle paraît très glissante et elle se détériore très rapidement. Et comme on le disait avant l'émission avec Nico, c'est dommage de refaire la pelouse avant 2 matchs à domicile. Ah ouais, Donc c'est pas très réfléchi, quoi. Pour ceux qui ont vu sur Twitter, il y a Sidney Govou qui m'a répondu, qui m'a dit tout le monde sait bien qu'on ne change pas une pelouse en février, on avait déjà fait la même connerie sous Gérard Rouillet. Donc voilà, Sidney Govou, sachez qu'il est désormais consultant jardinage. Moi je le crois, hein. Je pense qu'il est mieux placé que moi pour savoir comment fonctionne une pelouse de football. Et là, c'est le craquage, pétage de plomb de Paulo Fonseca, 97e minute. Il est allé voir de très près l'arbitre de la rencontre, Monsieur Millot, contestant ses décisions jusqu'à intimidation auprès de l'arbitre. C'est une faute professionnelle? Oui. Oui. T'es le garant de l'état d'esprit, de la sérénité enfin, c'est toi le garant de cette équipe. C'est à toi de montrer l'exemple en fait. Tu dois être exemplaire. Alors, en plus, d'autant plus qu'on louait son charisme, sa posture, son attitude de coach et de grand professionnel. Sauf que là, en fait, il a tout détruit en l'espace de 10 secondes où il a voulu se faire plaisir. En fait, ça lui fait du bien qu'à lui. Je l'ai trouvé nul à chier dans le timing de ses changements. Je l'ai trouvé aussi nul à chier dans son comportement. C'est bien, là on va se retrouver sans coach au moins je pense pour entre 5 et 10 matchs. C'est un minimum en sachant qu'il en reste 12, 11, 10. Bravo à lui. C'est l'intitulé de l'article 8. Donc, comportement intimidant, menaçant. À gauche, vous voyez la victime et un officiel. En haut, l'auteur est un entraîneur. Et donc, quand on croise dans le tableau, eh bien, ça donne potentiellement 7 mois de suspension pour Paulo Fonseca. On n'avait pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On est déjà assez dans l'œil du cyclone comme ça pour en plus se rajouter des choses négatives. Parce que là, il va prendre combien? 5, 6, 7 mois? Déjà qu'on est la cible de tous les clubs en France, ils vont se régaler. On a la DNCG au cul, personne ne peut nous blairer. À la LFP, mon pauvre, s'ils pouvaient nous couler, ils nous couleraient. L'autre, il leur donne une arme et leur dit mais allez-y, appuyez. Et aucun problème. C'est une honte. Le contexte autour de l'arbitrage est pas bien. On peut critiquer l'arbitrage, on doit critiquer l'arbitrage, remettre en cause certaines décisions, certains processus, certains comportements d'arbitres qui sont pas pédagogues. Mais on peut pas accepter ces trucs-là, quoi. Je veux seulement dire que je m'excuse par ce geste. Je ne devais pas faire comme ça. C'est la vérité. Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse.
Paulo Fonseca paye l'addition de multiples épisodes entre l'arbitrage et les dirigeants du football français et il prend le tarif premium. Donc il est suspendu de toute fonction officielle jusqu'au 30 novembre 2025 et par ailleurs jusqu'au 15 septembre inclus, suspension qui concerne également une interdiction d'accès aux vestiaires, aux terrains, aux tunnels, à l'ensemble des couloirs. C'est pas une injustice parce qu'une injustice, c'est quand c'est pas mérité. Bien sûr que c'est mérité d'être sanctionné. Après, la sanction, elle est disproportionnée. On peut dire qu'effectivement, il n'avait pas à faire ce geste-là, et c'est le premier à le dire. Il a présenté ses excuses, il en a souffert. Forcément, il sait très bien qu'il a déconné, mais ça ne veut pas dire que derrière, on autorise les acteurs du foot à se comporter ainsi et qu'on dédouane l'attitude de Paulo Fonseca. Il n'y a pas un monde dans lequel l'OL peut, durant 9 mois, se priver d'un coach payé extrêmement cher. Dans mon souvenir, un salaire à 6 chiffres, aux environs des 300 à 400 000 euros mensuels, pour juste faire les séances d'entraînement la semaine. Mais bon, ça coûte cher de payer un entraîneur, pardon, j'ai un arbitre. Ah, tu peux pas le mettre, t'as raison. Oui, ça coûte cher, demande à Marseille. Ça coûte très cher d'acheter un arbitre. Elle a coûté cher avec des champions, je te le dis. Putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Textor a décidé de lui maintenir sa confiance, en tout cas à Paulo Fonseca. Est-ce que vous avez été surpris de ça? J'ai pas été surpris que Textor lui maintienne sa confiance parce que c'est lui qui l'a mis en place. Et, il a viré Pierre Sage en faisant un gros chèque 15 jours avant. Et il va pas faire 2 gros chèques en 3 semaines d'intervalle. Donc, et puis tant qu'il n'a pas épuré la totalité des recours, je pense qu'il ne prendra pas de décision hâtive. Fonseca ne sera pas suspendu en Coupe d'Europe. Voilà, en fait, quand on rentre dans les détails du fonctionnement, en général, pour que la suspension soit étendue, il faut saisir une commission de la FIFA pour demander que ce soit fait. Et en fait, dans l'histoire, jamais la Ligue n'a fait cette démarche auprès de l'UEFA pour la Coupe d'Europe. 3-1, victoire de nos Lyonnais face à Bucarest. Voilà, on fait un grand pas pour la qualification. Pour moi, la qualification est bouclée, mais avec un match assez bizarre à décrypter parce que on est passé un peu par les temps forts, temps faibles lyonnais. Disons qu'il y a un monde dans lequel ça se goupille mal pour l'OL, parce que sans un immense Lucas Perry, Superman Lucas Perry, je pense qu'on peut sortir à la mi-temps avec un 0-1 ou un 0-2 contre nous. Quand votre meilleur joueur, c'est le gardien, ça veut dire que vous n'avez pas maîtrisé non plus grand-chose quand même. Les 2 arrêts de Perry en première période, c'est totalement exceptionnel. Et ça peut faire 2-0 au bout de 25 minutes de jeu, 25 minutes. Mais là, Perry, honnêtement, si on va dans une place européenne, mais on lui doit tout, hein. Faut être conscient de ça. Et moi, ils peuvent venir, les Anglais, avec 30 ou 40 millions, je le vends pas. Hein. Après, tu prends vraiment le dessus, mais sans totale maîtrise, parce que totale maîtrise, ça voudrait dire que tu poses le jeu, que l'adversaire ne t'inquiète jamais. Mais l'adversaire, il a tout le temps été un petit peu là. Tagliafico qui se projette et qui vient marquer un but à la Pippo Inzaghi que lui seul sait faire à l'OL, ce but de renard des surfaces qu'il fait si souvent avec nous. Regardez ici, là la vive émotion de Paulo Fonseca, on se met à sa place et les larmes qui interviennent. Non mais évidemment que l'émotion est forte. C'est dur de s'imaginer ça, un coach qui t'entraîne à l'entraînement mais qui t'entraîne pas en match, c'est quand même assez spécial. Donc ouais, je pense que ça, même lui, il a vu qu'il y avait une cabale contre l'OL et que il est un dommage collatéral de tout ça. Donc pour un homme quand même, ça doit pas être facile à vivre de se dire que pendant autant de temps, on peut pas exercer quoi. C'était un moment très émotif parce que avoir le soutien de mon joueur, de mon club est le plus important en ce moment. Et je pense que c'était un bel moment, un moment de démonstration que nous sommes ensemble, que mon joueur sont avec moi. Moi, les images du but où on voit tous les joueurs venir se mettre sur le coach, l'empoigner, lui faire un gros câlin avec des bisous et tout l'amour que les joueurs lui déversent, ça me fait vraiment très plaisir, c'est beau à voir. J'ai les stats de Cherki, il est toute compétition confondue, c'est 30 matchs, 2000 minutes, 7 buts, 14 passes D. C'est vrai que Cherki, c'est très bizarre parce que dans le jeu, il frustre encore. Et doublement mais il est décisif. Mais de double passe D, meilleur passeur d'Europa League, meilleur passeur de Ligue 1. Et avant, on lui demandait un peu l'inverse, c'est-à-dire d'être décisif parce qu'il ne l'était pas. Donc j'ai l'impression qu'il a switché. Mais c'est vrai que ces derniers matchs, dans le contenu global, il y a du déchet. Il arrive à réunir les deux, à la fois mais il est encore décisif à la fin pour l'OL.
C'est tout le charme de Cherki, son charme talentueux. Non, moi, ce qui me fait rire depuis tout à l'heure, c'est que j'allume le chat, tu vois, et je vois écrit Cherki il est nul, et le message du dessous, Cherki c'est un monstre. Voilà. Du coup, je trouve que c'est très révélateur du match. Il y a le 11 lyonnais, que je salue d'ailleurs, parce que le 11 lyonnais, lui, tu vois, ça fait plaisir parce qu'il fait partie des supporters de l'Olympique lyonnais qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et il se comporte toujours bien avec tout le monde, il en fait pas trop. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Victoire de l'Olympique lyonnais contre l'OGC Nice de monsieur Jean-Pierre. Non, pas Jean-Pierre, Jean-Bière. Nice qui n'avait pas perdu à domicile, qui était la meilleure équipe à domicile avec le PSG en Ligue 1. Moi, je trouve qu'il y a quand même une défense là qui se crée un peu. On a fait un clean sheet contre la troisième attaque de Ligue 1. On leur met 2-0 chez eux. En termes de match, franchement pour l'OL compliqué, qui m'a rappelé à bien des égards ce match contre Bucarest. Je pense pas que ce soit la volonté du coach de jouer si mal. Oui. Non, mais de prendre le temps, peut-être ce qu'on disait la fois, step by step, de construire les différentes étapes de la fusée. Oui. Cette fin de match contre Nice, elle me fait vraiment plaisir parce qu'elle te montre tout ce que l'OL peut faire de bien. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, tu te concentres à bien défendre. Oui. Sauf que, oui, tu défends bien, mais parce que tu as un gardien, encore une fois, qui est... Franchement, il est en pleine bourre. Mais qu'est-ce que je l'aime d'amour. Un Lucas Perry qui fait encore un match de très grande qualité. Cette saison, en championnat, c'est 75,6% d'arrêt. C'est le 4e gardien des 5 grands championnats européens, 36% de clean sheet, 7,7 buts évités, 4e gardien des 5 grands championnats européens. J'ai hurlé sur le but de Nuama, enfin, même Cherki, je veux dire, voilà, Cherki, première balle, premier but. Cherki est-il tout simplement indispensable? La statistique de Ryan Cherki, 32 matchs, 2131 minutes disputées, c'était dur, 8 buts, 16 passes décisives. Il est peut-être moins fulgurant, il est peut-être moins spectaculaire, mais sur les derniers matchs, il est sur toutes les actions de but, il est sur les buts, sur les passes D, sur les trucs. Et sur les 6 derniers matchs, à chaque fois, il était décisif. Et quand il est comme ça, il est comme ça, la question ne se pose même pas. Par contre, il ne faut pas qu'il devienne Memphis. Il faut qu'il retrouve de l'allure sur le terrain avec une performance plus aboutie. On sait que c'est le vrai détonateur de l'OL. Quand il est sur le terrain, il se passe quelque chose. Après, il faut que ce soit la régularité tout le long d'un match. Avec le talent et les qualités qu'il a, il se doit de faire des matchs complets. Il ne doit pas faire que des bribes ou que des stats. Ryan, c'est top joueur, mais c'est un joueur incroyable. Et he helps. Nous aide beaucoup, tous les matchs. Est-ce que vous avez parlé de Thiago Almada? Est-ce que vous allez poser une réserve? Tous les clubs le font. Ah oui, on le fait aussi. Oui. C'est vrai, vous le faites aussi? Oui, pourquoi? Oui, bien sûr. Parce que déjà, moi j'ai une parole, j'ai pris un engagement il y a quelques semaines, je respecte ma parole. Complot ou parano? Le sketch continue. Gagner comme ça, dans ces conditions, avec Fonseca dans la tribune, c'est une très très grosse performance, surtout qu'en plus ça resserre tout le monde au classement. À force de vouloir nous mettre des bâtons dans les roues, de nous faire mal et de nous faire chuter, en fait, ils ont soudé notre groupe, en fait. Et là, l'équipe, elle est soudée et tout le monde veut la victoire, tout le monde est avec le coach, tout le monde joue les uns pour les autres et tout ça. Et le résultat, c'est ça. On est capable de mettre 2-0 à Nice, quoi. Bisous mon Jean-Bière. Je pense très fort à toi, franchement. Avec cette victoire, si on considère que c'est un tournant, comme a dit Walid, et oui, je pense que c'est un moment important de leur saison, ils s'offrent le droit de se faire une fin de saison un peu pleine de je me demande même si... avec Coupe d'Europe et avec Championnat. J'ai une bosse dans le slip. Victoire très tranquille ce soir face aux Roumains de Bucarest, 4-0. Et pour la 3e, 4e fois d'affilée, l'Olympique lyonnais a gagné le foot et s'est offert un quart de finale européen contre Manchester United. Lyon est qualifié, ça fait plaisir. Ce soir, on a eu beaucoup de plaisir, je pense, vous et moi devant la télé ou au stade, peu importe. Faut pas banaliser ça. Hein. Non, mais je rappelle qu'ils s'étaient fait éliminer par Astra Giurgiu il y a quelques années. C'est ce que j'allais dire. Et c'était un autre Lyon en plus. D'autant que Lyon, effectivement, a un passif avec les clubs roumains. Évidemment, il faut tempérer. Je sais, parce que vous allez me le dire, c'était quand même très faible en face. Mais c'est pas grave. Parce que des équipes très faibles en face, on en a eu, et parfois on faisait match nul, parfois on gagnait 1 ou 2-0. Là, on avait une équipe qui était très faible en face, qui venait très franchement perdante, et qui en plus a concédé l'ouverture du score après une quinzaine de minutes. Donc autant vous dire que c'était plié et complet, mais on leur a roulé sur la gueule. Si on prend le momentum du match, avec les différents temps faibles et forts de l'OL, le constat est sans appel. On voit que, grosso modo, mis à part deux petits moments très courts d'environ 5 minutes, l'OL a tout maîtrisé du début au coup de sifflet finalement.
On retrouve quand même l'entraîneur Fonseca qu'on a vu à Lille, avec des principes de jeu bien établis, avec des sorties de balles, comme je viens de dire, qui sont assez claires et assez limpides, parce que quand ils transpercent le premier rideau, derrière, ils ont quand même la qualité pour se projeter. On a un certain nombre de joueurs qui puent la confiance. Et c'est pas un hasard si les 2 buteurs du soir, c'est Mikotadze et Nuama, 2 joueurs qu'on a pas mal blâmés depuis le début de la saison pour un manque de confiance. Pour moi, c'est les 3 de devant qui ont été incroyables. Je parle naturellement de Mikotadze. Des Mikostadze, ça c'est une excellente vanne, Mikostadze. Ça ferait un très très beau montage que je vous laisserai faire vous-même. L'ancienne pelouse était contaminée par le champignon Pythium. Le champignon Pythium, voilà, le fameux champignon que Kenzo Real prend pour faire des soirées. Non, je rigole. Ouais, mais la pelouse, faut arrêter. C'est pour les 2 équipes. Cette phrase, c'est pour les 2 équipes. Non, ça, mais c'est de la merde en boîte parce qu'au final, t'es garant quand même d'un bon jeu proposé quand t'as une belle pelouse. Et puis ce soir, même si on a joué contre une équipe très très faible, au final, tu as vu des belles combis, des belles actions, des belles passes, des passes claquées qui sont là. Voilà, du beau football. Voilà. Tu crois que Cherki il a besoin d'une bonne pelouse? Ah bah oui. Dans mes tops du match, Cherki, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas été pris en bleu, tout comme Tolisso. Je m'étonne. Alors, ils n'ont pas la carte, c'est vrai. Ils ne sont pas estampillés ni OM, ni PSG, ni Monaco. C'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Mais dans une saison où tous les deux ont une place prépondérante à l'OL, qualifiée en quart de finale de l'Europa League, prétendant au top 4 en Ligue 1, je m'interroge. Honnêtement, je vois pas vraiment. Tolisso, c'est au-dessus de Rabiot. Oh, mais non, mais Daniel. Et ben voilà. Daniel. Perso, je m'en fous, voilà. Laissez-moi Cherki, là, laissez-moi Tolisso, laissez-moi Lacazette. On s'en fout de l'équipe de France. De toute façon, moi, ça m'intéresse pas, je regarde pas les matchs de l'équipe de France. C'est des matchs amicaux de merde, des qualifications de merde. Qu'ils aillent à la Coupe du Monde, je suis content, ou aux Jeux Olympiques, je suis content. Bah alors, râler parce qu'ils sont pas aux matchs amicaux, rien à taper. Un sac à la suite pour l'Olympique Lyonnais, toute compétition confondue. Un 3e succès de rang en Ligue 1, après ce succès contre le Havre. Victoire 4-2 qui fait super plaisir. C'est le gros coup du week-end puisque l'OL se rapproche un peu plus du top 4. Et si on regarde le calendrier à venir, l'OL a désormais son destin entre ses mains, puisque l'OL affrontera Monaco et l'OL affrontera Lille, puis Strasbourg dans 2 semaines après la trêve internationale. Ça peut pas aller bien mieux, même si on n'était pas content de la première période. La seconde, elle a quand même très bien payé. Durant une mi-temps, on a revu cet OL qui parfois est un peu trop facile, qui pense pouvoir contrôler facilement l'équipe en face, alors que non, en Ligue 1, ça souvent j'en parle en vidéo, en Ligue 1, tu n'as pas ou presque pas de marge de manœuvre. Mais en réalité, il n'y a rien qui oblige l'Olympique Lyonnais à faire 2 tirs cadrés pendant 75 minutes. On est encore en présence d'une équipe à réaction, et heureusement la réaction a été très bonne, mais pendant un peu plus d'1 heure, il n'y a pas eu grand-chose dans ce match. Comment c'est possible, à part je vois du management copain, que de mettre Mikotadze sur le banc? Je suis scandalisé par ça, mais scandalisé. Je suis un pro Lacazette, hein. Vous ne pouvez pas me dire que je suis un anti-Lacazette. Je ne comprends pas à quel moment on met Mikotadze sur le banc aujourd'hui, alors que Mikotadze, il est dans un feu pas possible. Me sortez pas, il a joué jeudi, parce que vous irez regarder tous les clubs qui ont joué jeudi, leurs attaquants, ils sont titulaires aujourd'hui. Alex, il n'a pas été très bon, non? En première mi-temps, l'OL a eu du mal à remonter les ballons, à avoir de la maîtrise technique, de la possession. Du coup, en tant qu'attaquant, si ton équipe n'a pas la possession, c'est dur de te trouver. Et en plus, quand il a eu les ballons, il n'a pas forcément bien géré ces ballons-là. Je me rappelle qu'à l'époque, sous Gérard Rouillet, dans le grand OL, le prime de l'OL courant année 2005, 6 et 7, on voyait à l'époque une équipe qui, parfois, dans les matchs après Coupe d'Europe, avait une mi-temps un peu de latence. C'était moins bien, moins fluide, et physiquement, on payait le contre-coup. Et à l'époque, le grand OL en seconde mi-temps était plus fort, mieux physiquement. Il y avait un second souffle qu'on trouvait en seconde mi-temps. Et là, on a un petit peu vu ça. Je ne pense pas que l'erreur de coaching, elle soit sur Lacazette. Je pense qu'elle est sur le côté gauche. On se rend compte que pendant 60 minutes, Tagliafico, il est tout seul sur le couloir gauche. Et au fait, ok, Mikotadze, il rentre, il change le match. Mais il y a aussi le fait que Fofana, il rentre sur le côté gauche et qu'on a réellement un côté gauche avec un défenseur et un avant-centre. Parce qu'on parle d'Alex Lacazette qui est moins bien et Georges Mikotadze qui est un peu mieux, ça veut dire qu'on dénigre l'un et vice-versa en fait, pas du tout. Justement, c'est le football, c'est le débat. Ça fait 2 fois en 2 semaines
que je me lève de mon canapé pour célébrer un but. Le but qu'il met, la minace qu'il met en position, avec la position dans laquelle il est, c'est juste fabuleux. Et là, on a Mikotadze qui vient armer un patator absolument magistral. Je sais pas d'où elle sort cette frappe. Et je vous avoue que quand Mikotadze met son patator pour le 3-2, je n'ai pas hurlé. Je pensais qu'elle était petit filet opposé. Nous, nos buts, ils sont partagés. Voilà, t'en as 7 pour Georges, t'en as 10 pour Lacazette, t'en as 7 ou 8 pour Fofana, etc. En fait, c'est partagé. Ça, c'est bien. L'année dernière, on avait qu'un qui marquait, et le deuxième meilleur buteur, c'est O'Brien avec 5 buts, si tu te rappelles. Donc ça, c'est catastrophique. Là, cette année, tous nos attaquants marquent. Et ça tourne. Almada. Ah, mais- Et il a marqué son premier but. Oui, très content pour lui. J'espère qu'il en marquera d'autres dès le week-end prochain, parce que c'est le genre de joueur que j'aime. Johan Cruyff, il avait dit le plus dur dans le football, c'est de jouer simple. Ce mec, il représente exactement cette phrase. Il joue simple. Aucune fioriture, aucun gris-gris. Il joue simple. Il perd quasiment aucun ballon. C'est la régularité même. C'est-à-dire que du début à la fin de son match, il est régulier. Il ne fait rien d'exceptionnel, mais il ne fait jamais d'erreur. Il n'y a pas eu de réserve posée par le président du Havre contre Almada, et il a dit dans l'équipe qu'il n'aurait pas de face de faire ça, parce que l'OL lui a prêté Diawara. Bah c'est bien, il y en a qui tiennent tête. Le pompon, c'est le le non-péno offert par l'arbitre au Havrais. La non-faute sur Keshta, parce qu'il n'y a rien du tout. Là encore, vous le mettiez en commentaire, les gones. Moi, j'ai revu l'action des dizaines de fois au ralenti. Je vous la mets à l'écran pour un petit peu l'illustrer. Pour moi, il n'y a rien. À quel moment il y a un contact qui justifie penalty? Il n'y a rien. Là, ce qu'il a fait avec sa décision, c'est qu'il donne à tous les joueurs qui simulent la possibilité de continuer. Donc, c'est une décision lamentable. Parce que, oui, il y a un effleurement de la jambe, mais c'est après lui-même qui s'envoie son pied sur l'autre pied et qui se jette, mais bien. Donc, il est en train de donner, avec sa prise de décision, la possibilité à tous les joueurs qui font semblant de continuer et de leur dire mais allez-y, de toute façon, siffle des pénaux. Vous connaissez mon point de vue sur l'arbitrage. Je ne crois pas à un complot, je ne crois pas à la corruption, je ne crois qu'en la nullité globale de l'arbitrage en France. C'est une nouvelle démonstration, il y en a tous les week-ends sur tous les terrains. Tous les clubs de Ligue 1 subissent à un moment donné une nullité absolue du corps arbitral, une nullité absolue du recours à la VAR. Le vrai problème, c'est pas que l'arbitrage est partisan, c'est qu'il est nul. Et il faudrait bien que les 18 clubs de Ligue 1 s'allient entre eux plutôt que de tirer la couverture à soi pour dire ce serait bien d'avoir un peu plus de compétences là-dessus, plutôt que de dire que l'arbitrage est corrompu. Il faut dire les termes, comme disent les jeunes. Ah, ils disent ça comme ça? C'est pas comme ça? Non, Ouais, si, c'est ça. c'est ça. T'es fier. Ah, je crois. T'es fier, Ouais, j'ai déjà entendu ça, ça me fait un peu mal aux oreilles, mais oui. Un arbitre, quand il se trompe et que la VAR lui dit, s'il se déjuge, il perd des points. Oui. Ok? Alors, il y a le premier penalty pour Lyon, où il s'est trompé. Il vient, il a l'honnêteté de reconnaître, je me suis trompé. Donc, il s'enlève lui-même des points et il le sait. Il Mais ça, sait c'est pas qu'il normal. s'enlève des points en étant honnête. C'est-à-dire, le mec, il est honnête, il s'enlève des points. Deuxième action, il se retrompe. S'il se re-enlève des points, mais le mec va finir en Ligue 2 à cause de lui-même. Je change plus ma décision. Point. Pourquoi il y a cette putain de règle que quand un arbitre se déjuge, on lui enlève des points? Là, on sait qu'on est sur un fil. On sait que les matchs peuvent basculer en notre défaveur à n'importe quel moment. Et je pense que c'est ça qu'il faut modifier pour les prochains matchs, avoir plus de contenu, durer plus longtemps dans les matchs. Parce que Lille est une très belle équipe, même Strasbourg d'ailleurs, ils jouent très bien au ballon. Donc ça sera très compliqué. Strasbourg, 2,3 points par match en moyenne sur les 10 derniers matchs. Je l'avais dit, rappelez-vous, en vidéo. Et il y a maintenant, je crois, un mois et demi, j'avais dit attention, il y a un club qui avance masqué, qui est un challenger, un peu en underdog, c'est le Strasbourg de Liam Rosenior. L'Olympique Lyonnais a perdu le foot après la trêve, défaite 4-2 sur la pelouse de la Méno contre le RC Strasbourg. Alors, je n'ai pas un grand sourire, je ne vous le cache pas, parce que ce match-là, ça m'a gonflé. Comment on peut faire une première mi-temps comme ça et en prendre 4 en deuxième? Mais c'est scandaleux. Et pourtant, la première mi-temps était plutôt, voire même totalement en faveur de l'Olympique Lyonnais. Une première mi-temps parmi les meilleures de la saison pour l'OL. On a eu 10 tirs à 2, un expected goals à 0,18. Bref, une première mi-temps hyper satisfaisante de la part de l'Olympique Lyonnais qui a eu beaucoup d'occasions. Quand tu ne parviens pas
à planter, à marquer, eh ben, t'es pas à l'abri d'un retour de Strasbourg qui, il faut le dire, fait une très bonne seconde mi-temps. Et ça, c'est l'histoire de la fin du match. Tu peux prendre un premier but sur corner, parce que ça arrive, ils ont mal défendu, etc. Mais derrière, ils baissent la tête. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais par exemple, le deuxième but de Strasbourg, c'est un joueur qui rentre dans l'axe, qui arrive de l'aile, il me semble que c'est leur latéral, et il repique dans l'axe, il n'y a personne qui lui monte dessus, parce que entre nos latéraux et nos milieux, personne ne sait si on doit monter, si le central il doit sortir de la défense. Et au final, on se retrouve à se prendre un enroulé, et c'était exactement le même but qu'on avait pris de Dembélé face au PSG. Diego Moreira, qui était un cadavre chez nous, c'est devenu un sacré bon joueur. D'ailleurs, sur le 4e but, il fait une misère à Maitland Niles et à Mata. Je pense qu'il y a un argument physique qui, dans cette OL-là, revient très souvent. Il y a des profils de joueurs qui sont bons sur une tranche de match, mais ne parviennent pas à faire l'ensemble du match sur le même niveau, le même rythme et la même intensité. Pour remettre un peu de contexte, on revient d'une période internationale. On a quelques joueurs internationaux, dont 2 qui sont importants, qui sont Tagliafico et Almada, qui ne pouvaient pas jouer. Niakate qui revient très tard le soir, il tient sa place. Je les dédouane pas, mais prenons en compte ce point-là. L'OL qui retrouve la 7e place. Non, mais tu le disais, on est à portée de fusil. Tu vois, tu gagnes un match, tu passes 3e ou 4e, tu t'en perds un, tu t'es 7e, mais en termes de points. En fait, il y a eu beaucoup de résultats favorables pour l'OL, malgré notre défaite. Hormis Lille qui fait une bonne opération, Marseille et Nice ont fait un peu de surplace, donc voilà, on n'a pas été décroché de par les performances de nos adversaires directs. Cette défaite contre Strasbourg fait du match contre Lille le week-end prochain un match charnière. Tu ne peux pas ne pas gagner contre Lille le week-end prochain, sinon je pense que le top 4 c'est terminé. Je pense qu'on a toujours un joker, et là on l'a cramé, on a grillé ce joker, donc forcément mon barème de positivité, d'optimisme, ce soir, il en prend un grand coup dans la tronche, clairement. Donc moi, il y a pas d'excuse, en fait. Sélection nationale, pas sélection nationale. Fatigue, pas fatigue. C'est quoi, t'es un chien ou t'es pas un chien, en fait? Tu sais quoi, c'est pas des chiens. Il va falloir être très fort sur la fin de saison pour potentiellement aller décrocher la Ligue des Champions. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'OL a publié ses comptes semestriels, c'est-à-dire de la période allant de début juillet jusqu'à la fin de l'année. Et ces comptes sont catastrophiques. L'OL accuse 117 millions d'euros de déficit sur le premier semestre 2024-2025. Il n'y a pas 10 000 solutions. Number one, il faut que Botafogo se porte bien, qu'il gagne des matchs, des titres, ça a été le cas l'an passé. Il faut que l'OL se maintienne à un niveau de bonne qualité, en Ligue 1, le top 4, se qualifie en Ligue des Champions. L'objectif, il est surtout un qui est clair, c'est de jouer la Champions League tous les ans. Je pense que ce club, c'est un club européen, qui a un stade magnifique, qui a des infrastructures incroyables, qui a des supporters aussi incroyables. En Europa League, pourquoi pas l'ultime carré, une demi-finale, une finale ou le titre, sait-on jamais. Le salut de l'OL passera par le top 4 ou l'Europa League. Donc le match contre Manchester United est toujours plus important. Je pense que Lyon va être à la lutte, avec, comme tu l'as dit, avec Lille, avec Monaco et avec Nice. Voilà, donc allez, entre 3 et 5, mais tu vois, je pense que 4, c'est un peu... ils ont la possibilité d'être 4e. Dans le Money Time, avec des joueurs d'expérience, je pense que ça va être jouable. Ciao les amis, à bientôt, et allez l'OL toujours plus que jamais en bonne forme sur le plan sportif, économique et financier. Allez l'OL les gars.